Welcome to the CEFI Summit Europe, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the CEFI Summit Europe is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. You are looking at Management Teams and Leverage Buyouts, the Management Team, Role and Management Package. Introducing Lionel Scotto, associé du cabinet Velinski-Scotto. Noël Albertus, dont je suis associé responsable de l'activité fusion-acquisition de PricewaterhouseCoopers. Frédéric Dubois, Mehdi Partenaire, je suis donc supposé être l'homme de terrain. Quand on a préparé ensemble ce séminaire, on a essayé de réfléchir à une méthode pour le rendre le plus vivant possible et vous transmettre en relativement peu de temps l'expérience qu'on a pu capitaliser dans notre vie professionnelle. Alors, soit en tant que conseil, c'est le cas de Noël côté financier en ce qui me concerne sur le plan juridique, voire fiscal. Et donc Frédéric, lui, vous fera partager bien évidemment son expérience vécue de l'intérieur et à plusieurs reprises. On a essayé de faire quelque chose d'interactif, c'est-à-dire qu'on a mis 4 catégories de sujets qu'on va évoquer avec vous et on va peut-être ensemble se renvoyer un petit peu les questions et les réponses pour que vous puissiez voir un petit peu quels sont nos avis sur les différentes thématiques. Alors, les 4 thématiques qu'on vous soumet sont les suivantes. Premier point, c'est le sujet de management team. Est-ce que le management est moteur ou suiveur? Est-ce qu'il subit son LBO ou est-ce qu'il, en quelque sorte, il l'organise ou il le déclenche? Deuxième point, c'est la philosophie des investisseurs. Exactement, est-ce qu'aujourd'hui l'investisseur est proche du management? Est-ce qu'il va se concentrer sur le prix? Quel angle il choisit? Le troisième point, c'est le timing de l'intervention du management dans un processus de vente, bien évidemment intégrant un LBO. Ça, c'est un point qui est important. Et c'est souvent le plus technique, qui vont être les principaux éléments relatifs à la structuration technique du management package. Et on essaiera de vous donner quelques grands guidelines que vous pourrez trouver sur les management packages de la place actuellement, tels qu'ils se pratiquent en France. Alors, le panel que vous avez là aujourd'hui, je dirais qu'il a comme, pour vous donner un petit peu de son background, je pense qu'avec Noël, on regroupe 100% de toutes les grosses opérations de plus d'1 milliard d'euros depuis 5 ans. En tout cas, on a fait Picard, Legrand, Materis, Rexel ensemble. On a fait FCI qu'on a closé il y a quelques jours. Nous sommes sur Cegelec, nous sommes sur la sortie de Legrand. Nous avons fait Vivarte, enfin toutes les opérations en tout cas supérieures à 1 milliard d'euros, je pense qu'on est intervenu dessus, côté management. Donc on a structuré ces management packages, on les a vus évoluer dans le temps. Et puis bien évidemment on est intervenu sur du mid-cap. Noël aussi a une expérience assez vaste en mid-cap. Et je crois que Frédéric par contre interviendra lui sur une expérience vécue, qui est une expérience plus de mid-cap, mais qui, je pense sur lequel il a fait sur lequel il a vécu à plusieurs reprises sa relation avec des partenaires financiers. Donc le premier sujet, Noël et Frédéric, si vous voulez bien, donc management team, moteur ou suiveur. On va vous donner des exemples un petit peu vécus sur cette question. Est-ce que le management est moteur ou il est suiveur dans un LBO? Alors évidemment, nous, l'expérience qu'on a vécue sur 20 ou 30 opérations, c'est que très souvent, le management est suiveur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le LBO français, il s'est un petit peu imposé par, je dirais, la volonté de certains groupes de faire des spin-offs ou de diffuser certaines parties de leur groupe. Et on s'est souvent trouvé face à des managers, parfois des managers de grands groupes. Je prends l'exemple de Legrand, quand on a rencontré la première fois le président de Legrand. Je prends l'exemple de Rexel, puisqu'on l'a vécu ensemble Noël,
où le président de Rexel ou de Legrand vient nous voir en disant voilà, ils veulent absolument sortir en LBO. Nous, on n'a jamais réfléchi à la problématique du LBO. On en est à telle étape de la procédure. Parfois, en nous disant on y va à reculons, ça ne nous plaît pas forcément. Et il faut donc pouvoir enchaîner dans un processus qui est totalement ignoré au niveau de ses tenants, ses aboutissants, du fait qu'il va falloir mettre de l'argent du côté du management. Et quand on arrive à ce stade-là, généralement, on se rend compte qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire avec le management parce que à ce stade-là, en tout cas, le management est suiveur. Alors évidemment, plus on sera tard dans le processus de vente et plus le management je dirais, est fortement suiveur. Il va falloir qu'on arrive à le rendre, même tardivement, je dirais, acteur ou participant au processus de LBO. Et puis on a un exemple qui est totalement inverse. C'est bien évidemment le manager qui veut structurer son LBO. Et l'exemple qu'on a vécu sur du large cap, Noël parlera peut-être de mid cap, c'est Georges Plassa, vous connaissez le groupe Vivarté, une opération qui s'est conclue l'année dernière aux alentours de mars-avril 2004. Georges Plassa, un an avant d'avoir conclu son LBO, a démissionné de Vivarté. Un petit peu en conflit avec son actionnaire, démissionne de Vivarté, puis on rencontre Georges Plassa qui nous dit écoutez, j'aimerais bien essayer de structurer une opération de LBO. Alors là, ces actionnaires sont, je dirais, quasiment pas au fait des choses, pas du tout au courant, et puis vous avez une personne physique, entre guillemets seule, qui décide de racheter une boîte qui, grosso modo, 1,5 milliard d'euros de valeur d'entreprise, cotée, donc c'est pas forcément évident en plus de sortir cet actif de la cote, et qui décide de structurer de A à Z son LBO. Alors évidemment, quand on voit quelqu'un très en amont et qu'on est là pour le conseiller, on peut évidemment faire beaucoup de choses parce que ça nous permet dans ces cas-là d'avoir une approche, je dirais, très moteur, c'est-à-dire le choix des fonds, qui aller voir, prendre son temps pour choisir le ou les bons partenaires. Est-ce qu'on fait ça avec un fonds? Est-ce qu'on fait ça avec un consortium de fonds? Bien évidemment d'avoir des exigences au niveau sur le plan de son association, puisque on va partir de A à Z pour faire un package, donc on va bien évidemment définir des règles très en amont. Je dirais pas que c'est à prendre ou à laisser, mais en tout état de cause, si jamais il y a quelque chose qui doit choper très tôt, au moins on le sait. Donc en tout état de cause, vous avez là le spectre entre les managers qui vont être totalement suiveurs, qui subissent une décision de leur actionnaire et qui doivent rentrer dans une logique de LBO, même quand ils n'y adhèrent pas du tout, et puis les managers qui vont choisir le LBO, qui vont le structurer et qui vont revenir d'ailleurs. L'exemple là, c'est une sorte de buy-in, c'est-à-dire que le manager est sorti de la société et est revenu avec un investisseur pour reprendre la présidence de la société et racheter une société qui est quand même un des fleurons aujourd'hui français et qui a été sorti de la cote et qui est une des plus belles opérations aujourd'hui de private equity. Noël, toi tu as une expérience sur le mid-cap qui est assez intéressante aussi. Alors, simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Lionel, il est évident que sur des opérations importantes comme Rexel, Algeco, Legrand, pour une équipe de direction qui se trouve confrontée à une situation de LBO, c'est pas toujours facile d'être moteur. C'est vrai que souvent dans ces opérations-là, le management subit. Une façon d'être moteur pour le management, et on en reparlera après, c'est entre autres de prendre des conseils pour essayer d'avoir une influence sur le processus qui va de vente et sur le processus qui va les concerner au premier chef. Alors d'un point de vue, moi j'ai une expérience plus mid-cap qui est intéressante et qui va, à mon avis, je sais qu'elle ce type d'expérience s'est renouvelé à plusieurs reprises dans les 12 derniers mois. Ce sont des opérations de moins de 100 millions d'euros en LBO secondaire où le management, soit le management est déjà actionnaire de l'entreprise, soit il ne l'est pas, et vient solliciter en fait son actionnaire, le fonds d'investissement qui est au capital, pour avoir l'opportunité de faire une opération de LBO. Et j'ai vécu comme ça l'opération Carré Blanc, où l'actionnaire était 3i. Le management n'était pas actionnaire. Le management avait été intervenu pendant le LBO. C'était un LBO qui avait mal commencé au niveau managérial. Et donc le management avait été, le président de Carré Blanc était l'ancien président du directoire du groupe Rossignol. Et donc le management est allé taper à la porte et a dit voilà, nous aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on
qu'on est avec vous. On souhaite faire un LBO, donnez-nous l'opportunité de faire un LBO. Et le processus a été assez original, puisqu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une négociation de prix entre le management et le fonds d'investissement en amont. Et le financier a été très fair, parce que le financier a fixé un prix et n'en a plus dérogé. Et ensuite, on a monté un processus de sélection des fonds uniquement sur la partie, je dirais, la partie soft skills du fonds, c'est-à-dire ce que le fonds pouvait amener au management en termes de développement, en termes de réseau, et puis le management package. Donc et je sais que sur d'autres opérations, ça s'est fait également, c'est-à-dire que de plus en plus pour des LBO secondaires, un processus limité à 2-3 fonds, ce qui permet d'avoir un processus plus fluide et moins conflictuel. Merci. Merci Noël, ça c'est le rêve. Si on pouvait avoir du gré à gré tout le temps, ce serait formidable. Alors, une expérience vivante pour vous illustrer les propos de nos amis. C'est vrai que Medi Partenaires, juste pour vous situer, qui est un groupe de cliniques qui fait à peu près 230 millions d'euros de chiffre d'affaires et se situe donc au 2e rang bis ou 3e rang du secteur d'hospitalisation privée en France aujourd'hui. On est à sa 2e, 3e, 4e expérience de LBO, je ne sais plus très bien, mais on va reconstituer avec vous. On est probablement l'un des rares qui ont échappé aux griffes de nos amis Lionel et Noël. Dans le domaine, ils ont dit 100% des LBO, mid-cap ou supérieurs. Effectivement, on s'est auto-conseillé. Donc, c'est une expérience vivante que je pourrais vous raconter, et surtout par des questions-réponses. Je crois que c'est plus intéressant, effectivement, de dialoguer avec vous. Je ne sais pas si dans la salle, il y a beaucoup de managers, de banquiers ou de fonds, mais ce sera intéressant de voir vos réactions. Nous en sommes à la 3e expérience concrète, puisque le premier LBO, techniquement, s'est fait de 97 à 2001 avec LGV. Le second s'est fait avec un partenaire industriel, mais toujours avec un LBO intégré au niveau du management, qui est un partenaire américain industriel, Universal Health Services. Et le dernier en date de cette année, mai 2005, et de retour avec un LBO 3e génération, techniquement parlant, avec cette fois-ci Barclays, Cobalt et Sagard. Donc effectivement, on est l'objet un peu type textbook case d'un LBO, et je peux le remettre en avant maintenant parce qu'effectivement, quand on parle LBO et le rôle du management, où en sommes-nous? Gardons à l'esprit qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement, qui ont de plus en plus de fonds à employer, dans des montants qui deviennent presque un peu qui font rêver, puisqu'on parle de milliards d'euros, de dollars, voire de dizaines de milliards parfois, et de fonds qui aujourd'hui s'intéressent non seulement à l'Europe, mais à la France en particulier, et en France qui descendent jusqu'au mid-cap, puisque au départ on pensait effectivement flirter avec la zone qui n'intéresse pas les grands fonds. On s'est aperçu à l'expérience de cette aventure que tous les fonds, quels qu'ils soient, petits et grands, en fait sont sur les rangs dès le départ, et qu'il y a maintenant donc une zone grise entre les grands fonds, les Blackstone, les Carlyle, les BC Partners, les Cinven et autres, et ceux qui sont plutôt réservés au mid-cap et qui en fait se retrouvent dès le premier tour ensemble, et qui poussent bien sûr à une surenchère sur les prix dès l'instant où ces fonds doivent être employés, et s'il y a des défauts d'emploi, ils ne peuvent plus justifier leur existence, et par conséquent, il y a une véritable guerre aujourd'hui à la recherche des bons dossiers. Alors, les fonds d'une part, qui sont tous à l'affût des dossiers, avec des milliards d'euros à employer, et les banques par derrière, n'oubliez pas, qui elles aussi sont un peu poussées au crime, puisqu'elles sont aussi là pour prêter de l'argent, et le LBO reste un secteur d'activité extrêmement lucratif et intéressant. Les marges sont bien supérieures aux marges classiques de corporate, n'oublions pas. Et par conséquent, n'oublions pas les fees non plus. Et plus il y a d'opérations, plus il y a de fees, et ainsi de suite. Donc il y a véritablement une vague porteuse en ce moment qui continue, avec des taux d'intérêt très bas. Donc tant que ces taux d'intérêt resteront bas, effectivement, on peut s'attendre à ce que cette vague porteuse continue, et qu'il y ait de plus en plus de demandes, effectivement, de bons dossiers, et de plus en plus d'offres de la part des fonds. Et il y a, à cet égard, et c'est un peu le point suivant qu'on voulait évoquer, un problème avec les profils des fonds, car aujourd'hui, il y a deux philosophies qui ont tendance à s'opposer. Alors ça dépendra bien sûr si on parle de LBO 2e génération, 3e génération, 4e génération, si on parle de mid-cap ou de jumbo deals, mais véritablement, il y a aujourd'hui un peu une antinomie qui se fait entre une approche philosophique des fonds qui consiste à dire le management d'abord, et je m'appuie sur le management pour gagner le deal,
Et une deuxième approche consiste à dire la concurrence est tellement forte aujourd'hui, féroce entre les fonds, que seul le prix est déterminant, et par conséquent, je vais me fixer sur le prix, et le management passe au second plan. Et il y a véritablement un antagonisme entre ces deux approches que nous avons vécu nous-mêmes. Effectivement, il y a certains fonds qui aujourd'hui disent, pour gagner notamment contre les grands, la seule raison, c'est le prix, et donc je vais pousser le prix à fond, au point où ça devient presque absurde, puisqu'on passe des limites qui, pour le management, deviennent problématiques. Ne l'oublions pas, qui délivre le BP ? Car le mot-clé, en fait, dans la LBO, c'est le business plan. C'est ce que le management va réussir à réaliser pendant les 3 à 5 ans qui viennent. Et ça, bien sûr, avec le concours et l'aide de ses partenaires financiers, avec l'aide, bien sûr, de facteurs extérieurs qui peuvent être favorables ou défavorables, le concours des banquiers, mais c'est le management qui va délivrer le BP. Et par conséquent, le management doit être confortable avec les conditions du deal. Et les conditions du deal à l'entrée ne sont pas simplement la délivrance d'un BP, mais par conséquent aussi, et surtout, les conditions de sortie. Donc en fait, la vraie négociation qui va s'engager entre le management et le partenaire financier dès le départ porte beaucoup moins sur les conditions d'entrée, le partage d'un gâteau hypothétique et virtuel, mais beaucoup plus sur les conditions de réalisation et les modalités de partage à la sortie. Je renvoie la balle à mes amis. Il est évident que lorsqu'on est aujourd'hui directeur général d'une filiale d'un grand groupe et qu'on se retrouve soudainement devant l'opportunité de faire une opération de LBO. Il y a quelques années, je me souviens, il y a quelques années, lorsque un dirigeant se trouvait dans cette situation, son premier réflexe était d'appeler un chasseur de tête pour trouver un nouveau job. Aujourd'hui, son premier réflexe, immédiatement, de penser je vais faire un LBO. Néanmoins, il faut se dire que c'est une opération complexe, une opération risquée, et que le management contrôle 3 éléments du TRI. Il contrôle 2 éléments du TRI sur 3, pardon. Il contrôle le business plan, il contrôle indirectement par ce biais-là le prix de sortie, mais il ne contrôle pas le prix d'entrée. Et le prix d'entrée, c'est un élément fondamental du calcul du TRI et donc ensuite de la rémunération du management. Donc il faut que l'équipe de management se pose la question fondamentale qui est est-ce que c'est finalement une bonne opération pour moi au prix qui est proposé par les fonds d'investissement, par les bidders qui sont dans le processus. En mettant en garde contre une fallacie du système, le TRI, le mot magique, c'est probablement la seule chose à retenir des business schools, le TRI, l'ARA, il se trouve qu'il y a une corrélation étroite entre le multiple d'entrée et le multiple de sortie. Car en toute logique naturelle, le fonds d'investissement utilise un multiple de sortie qui est au moins égal, sinon supérieur au multiple d'entrée. C'est un peu logique. Pourquoi est-ce qu'il ressortirait à un multiple inférieur au prix d'entrée? Et on s'aperçoit que plus le multiple d'entrée est élevé, plus le TRI est élevé. Donc il y a vraiment là quelque chose qui est choquant et franchement nous a interpellés, on n'y croyait pas au départ. Effectivement, plus il paye cher à l'entrée, à travers le multiple, plus effectivement son espérance de gain à travers le TRI est élevée. C'est de vous dire que pour délivrer 5 ans plus tard, c'est non seulement bien sûr le BP, mais c'est aussi à ce moment des conditions de marché qui elles ne sont pas garanties. Il faut bien comprendre en plus que dans le cadre d'une approche où il y a plusieurs fonds qui discutent avec le management, vous imaginez que s'il y a un fonds qui a une approche, je dirais, liée au management, proche du management, et qui négocie un package, je dirais, équitable ou généreux avec le management, bien évidemment, ce package va impacter son prix, puisque le package lui-même est dilutif en quelque sorte de la rémunération en sortie du fonds. Et bien évidemment, plus le package va être généreux, plus le prix du fonds va intégrer évidemment ce package. Et puis vous avez de l'autre côté le fonds qui n'intégrera pas en quelque sorte comme une donnée essentielle dans son prix le management package, qui lui va avoir évidemment peut-être plus de flexibilité d'augmenter son prix. Et c'est pour ça que je dirais, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, c'est le deuxième sujet un petit peu de notre discussion aujourd'hui, c'est l'antagonisme réel qu'on voit et qu'on expérimente dans les processus de vente entre les fonds qui vont avoir une approche côté management et les fonds qui vont avoir une approche côté prix. C'est que ceux qui vont jouer le management, bien évidemment le prisme du management, vont être quelque part un petit peu handicapés au niveau de leur prix, puisque le package qu'ils vont délivrer va impacter leur prix et va impacter leur retour. Ce qu'ils doivent rétrocéder au management ou ce qu'ils doivent partager plutôt au management en sortie va impacter leur retour, et le fonds qui ne va pas avoir ce genre de contraintes. Donc, côté management, c'est un vrai souci aujourd'hui d'être bien sûr, à partir du moment où ils commencent à discuter avec certains fonds, que le management puisse aider, soutenir son ou ses champions, en tout cas ceux qui ont une approche, et être moteur en tout état de cause dans son processus, pour que les fonds qui font ou qui jouent la règle de
discuter en amont du partage d'un gain hypothétique, parce qu'encore une fois, on est effectivement sur quelque chose qui est virtuel, que ces fonds-là soient les plus, en quelque sorte, les plus aidés ou les plus, je dirais, les mieux renseignés. Tout ça, c'est quelque chose encore de très subtil, mais en tout état de cause, puissent aller à bon port et délivrer quand même dans de bonnes conditions une offre aux vendeurs. Donc, je dirais, le rôle aujourd'hui des conseils que nous sommes, je dirais, à défaut que ce soit quelque chose qui soit un réflexe inné, mais c'est de très, très rapidement faire comprendre au manager qu'à partir du moment où il a un ou plusieurs interlocuteurs qui jouent le jeu, de très rapidement d'essayer de cadrer quel sera le partage de la plus-value, voire même quelle sera, je dirais, en quelque sorte, la zone de prix qu'il va cibler, puisque c'est lié au management package. Il faut qu'à partir du moment où il y a un fonds ou plusieurs fonds qui jouent en quelque sorte ce prisme-là, c'est le rôle du management d'essayer, bien évidemment, d'aider ce fonds-là pour, bien évidemment, structurer son prix et que ce fonds-là ou ces fonds-là aillent, je dirais, jusqu'au cut de l'enchère, c'est-à-dire qu'ils puissent aller au deuxième tour, au troisième tour, et ne soient pas, bien évidemment, bypassés par les fonds qui vont mettre le prix le plus absolu, parce que, évidemment, et là je rejoins Noël, il n'y a pas d'obligation, ce qu'il faut absolument pas oublier dans un LBO, c'est qu'il y a une dimension qui est une dimension qui reste personnelle, c'est que le manager n'a aucune obligation, soit par son contrat de travail, soit par son mandat social, d'investir. Aujourd'hui, il y a un vendeur, un acquéreur, un banquier pour prêter de l'argent, et puis surtout, il faut un investissement des managers aux côtés du ou des fonds qui vont entrer, qui vont acquérir la cible. Et si un manager ou des managers ne souhaitent pas aujourd'hui investir parce que les conditions du deal font que le gain probable en sortie est très hypothétique, ou qu'aujourd'hui le business plan aménagé sur lequel reposent les hypothèses élevées en prix du fonds est lui-même quelque chose dans lequel il ne se reconnaît pas, effectivement, il faut que le manager là-dessus puisse peser et dire éventuellement je n'investis pas. Et c'est un des leviers aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est dans une relation qui peut parfois être un peu plus tendue, c'est un des leviers aujourd'hui du managerat, c'est éventuellement de dire moi, avec ce partenaire-là à ce niveau de prix-là, je n'investirai pas. Bon. Donc ça, c'est le point aujourd'hui qui était le point antagonisme prix management. Aujourd'hui, dans la logique aujourd'hui justement de savoir un petit peu trouver les règles d'équilibre entre management et le processus de vente, c'est le timing d'intervention du management dans le processus de vente. Noël, tu veux intervenir ? Voilà. Bon, en fait, j'ai superposé là sur ce slide le calendrier, le processus de vente tel qu'il est communément connu. Donc en haut du slide, vous voyez que dans un processus de vente normal, c'est le calendrier donc du vendeur et de l'acheteur. On a en général donc des offres préliminaires qui sont construites sur la base d'un mémorandum d'information, un accès au vendeur due diligence, data room, offre ferme, période d'exclusivité jusqu'au signing de la transaction et le closing du deal. Autrefois, je parle de ça il y a une dizaine d'années. Autrefois, le management discutait avec son futur actionnaire financier, son futur partenaire financier, généralement après le closing. Dans le meilleur des cas, entre le signing et le closing, mais c'était très rare, et en général, c'était après le closing. L'idée ici, c'est de faire intervenir le management, en fait, dès le stade des offres préliminaires. Et en particulier, il est très important que le management ait pratiquement choisi ses conseils avant la phase 1, afin que les conseils puissent intervenir entre la phase 1 et la phase 2. Puisque, en fait, l'idée, c'est d'avoir un processus totalement parallèle qui fasse qu'à l'instant, au moment de la remise des offres fermes, le projet de term sheet du management soit dans les mains du management. C'est-à-dire que le management sache à quelle sauce il va être mangé, au moment où il a encore du levier, au moment où encore il peut intervenir dans le processus, et il peut influer éventuellement, suivant d'ailleurs la taille du deal, il peut influer sur le choix de l'acquéreur. Alors, Lionel et moi, on a connu deux types de processus. On a connu le processus Rexel où on était de façon officielle dans le processus, c'est-à-dire que le conseil du vendeur nous a intégrés dans son propre processus.
et que donc nous étions dans les lettres d'instruction, etc., le management était considéré, l'offre du management était considérée au même niveau que l'offre qui était due aux vendeurs. Ça, c'est, je dirais, la situation idéale. Mais on peut avoir aussi un processus purement parallèle, même si l'actionnaire financier, enfin le vendeur est au courant que le management a un conseil, un processus parallèle où donc on est obligé d'aller voir les fonds one by one et d'obtenir de leur part une offre au management. Et c'est là d'ailleurs où on voit dès cette phase-là, on voit justement par rapport à ce que disait Frédéric ou Lionel tout à l'heure, les comportements et le comportement des fonds d'investissement vis-à-vis du management. Les fonds qui vont vraiment jouer le management et des fonds qui, à la limite, ne sont pas... c'est pas leur priorité. La priorité, c'est le prix. Alors c'est évident que plus on va baisser en taille de transaction, plus le management sera sollicité, passez-moi l'expression, dragué et protégé par, à la limite, par l'actionnaire financier. Il est évident que sur un bateau où vous avez 2 skippers, hein, je prends toujours l'image du bateau et en particulier par exemple la course qui vient de démarrer, vous avez une transat en double. Si un des skippers tombe à l'eau, bon, ben, il va y avoir, ça va être difficile. Si vous avez un gros paquebot avec le décès à bord du capitaine, le bateau continue, il y a une telle inertie, il y a une telle structure, une telle organisation que le bateau va continuer à naviguer. Bon, ben, il est évident que plus la taille du deal est petite, plus la société est petite, et plus le management va être influent en fait. L'expérience aussi qu'on souhaite partager avec vous, c'est bien sûr il y a le deal, bon, exemple Vivarte, où le manager dès le départ en quelque sorte négocie de façon ad hoc ses conditions avec plusieurs candidats, il fait en quelque sorte son shopping, il n'y a pas de LBO en cours, donc c'est lui en quelque sorte qui déclenche son LBO. Bon, ça c'est un cas extrême, mais le cas, comme tu l'as évoqué, qui était le cas Excel, où on était intégré, donc timé effectivement dans le processus de vente, et puis le cas où effectivement le processus de vente, du moins officiellement, exclut dans la période de négociation active le management au niveau de ses conditions d'association futures avec le ou les partenaires financiers. C'est à ce stade-là, bien évidemment, et c'est à ce stade-là que je dirais notre rôle est fondamental et que je n'hésite pas à dire que dans certains cas, il faut être capable de faire un processus officieux, c'est-à-dire qu'on l'a fait nous plusieurs fois, être capable de, sans que forcément le ou les banquiers de la vente en soient informés, que nous puissions, nous, avoir des discussions directes avec le ou les fonds qui acceptent d'avoir des discussions directes pour, je dirais, le plus tôt possible savoir à quelle sauce le management sera mangé avec un tel plutôt qu'un tel, trouver des accords avec certains fonds à partir du moment où on n'est pas associé officiellement au processus. Et ça, c'est quelque chose que le management doit être capable de faire, c'est-à-dire défendre et prendre rapidement en main ses intérêts. Il est dans un processus, s'il le subit parce qu'il n'en a pas décidé le principe, celui de la vente, eh bien qu'il puisse, en tout état de cause, ne pas hésiter à avoir des discussions bilatérales avec un maximum de fonds, faire lui-même son propre, je dirais, choix ou arbitrage, et ne pas attendre, en quelque sorte, la seringue qui est l'exclusivité tombe, c'est un tel, il faut se mettre d'accord avec un tel, et il n'y a eu pour l'instant aucune discussion. Alors bien évidemment, on a connu aussi ce cas de figure-là, c'est le cas le plus où forcément les discussions se tendent le plus, puisque le fonds estime qu'il est acquéreur virtuel, ça y est, il a acheté, il n'y a pas d'autres candidats, et donc que le management doit accepter ces conditions, et que le management n'a d'autre solution, si les conditions ne lui conviennent pas, que de s'opposer de façon forte. Et s'opposer, c'est de dire je n'investis pas, s'opposer de dire éventuellement vous n'avez pas tout le directoire ou toute la tête, en tout état de cause demain vous nous avez plus parmi vos opérationnels. Mais on est après dans cette situation de rapport de force qu'on peut bien évidemment éviter
si plus en amont, le management organise par lui-même, à partir du moment où le processus ne le prévoit pas, des discussions bilatérales et trouve d'ailleurs des accords bilatéraux avec certains fonds qui lui permettent peut-être aussi d'essayer de peser sur son actionnaire et de dire, écoutez, celui-là a l'air d'être mieux que tel autre là, et si le delta de prix n'est pas significatif, de pouvoir, comme on dit, le last call, le dernier petit coup de fil qui permet de peser sur un candidat ou un groupe de candidats plutôt que d'autres. Et ça, c'est aujourd'hui, je dirais, l'importance aujourd'hui du timing de l'opération au niveau du managerat, qu'à tout moment, le managerat reprenne la main sur le processus de vente parce qu'il est un maillon indispensable pour qu'il y ait un LBO. Un LBO, c'est un LMBO. Il y a le managerat, faire un LBO sans le manager, c'est quasiment impossible. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est quasiment impossible. Donc le manager reste au centre du dispositif. Oui et non, car il y a des fonds aujourd'hui d'investissement qui vous tiennent une théorie très claire. Nous pouvons faire le deal sans l'appui du management et nous ferons l'affaire du management après. Ils sont persuadés effectivement que quelque part le management est fongible. Et c'est vrai qu'il y a tous les cas de figure. On est dans une mosaïque. Alors, de la même façon qu'il y a des profils de fonds qui sont différents, rappelons aussi quand même qu'il y a des profils de managers qui sont différents. Vous avez des managements qui, en fait, n'ont jamais été entrepreneurs de leur vie, qui ont travaillé dans des grandes structures et qui se retrouvent du jour au lendemain catapultés dans une situation où ils peuvent assumer leur propre destin, le prendre en main, le piloter et effectivement devenir des entrepreneurs. Sont-ils préparés à cela et ont-ils cette vocation? On ne le sait pas. Il y a des situations où ils ne le seront jamais. Ils resteront quelque part des suiveurs. Ils vont subir par conséquent une situation, s'y prêter, mais quelque part le chef de file de l'équipe de management ne sera véritablement jamais le chef d'entreprise, le véritable entrepreneur. Et il y a au contraire des situations où on ne peut pas faire le deal sans le management, à l'inverse. Des secteurs d'activité où il y a des barrières à l'entrée, où il y a des situations concurrentielles, où il y a un besoin véritablement de savoir-faire que seule l'équipe en place peut véritablement apporter et poursuivre dans la continuité, et où la cohésion du team, c'est pas simplement le management, mais parlons de la cohésion du team, son expérience, le fait qu'il reste soudé, est un élément déterminant de la réussite du deal, et où les fonds, effectivement, dans ces conditions-là, ne peuvent pas faire sans. Alors, on a même, l'année dernière, je me souviens, le débat portait sur est-ce que ce sont les fonds qui choisissent les managements et les deals, ou est-ce que ce sont en fait les managers qui aujourd'hui choisissent les fonds. En fait, on est effectivement dans une situation où, si le management a cette capacité entrepreneuriale de prendre en main son destin, ce sont les managers qui vont choisir les fonds très clairement, comme je vais vous l'illustrer dans une seconde. À l'inverse, s'ils ne sont pas préparés à ça et s'ils n'ont même pas l'envie ou la cohésion ou la capacité effectivement de le prendre en main dans une période, je dirais, de 5 à 10 ans, véritablement, ils ne le feront pas. Et ce sont les fonds qui seront maîtres du jeu et qui, quelque part, réorganiseront ou conduiront l'opération en étant beaucoup plus hands-on. Rappelons aussi, avant d'illustrer le propos, qu'il y a 3 paramètres dans le deal. Le prix, et j'ai insisté en disant c'est comme dans l'hôtellerie, l'emplacement, il y a le prix. Car lorsqu'il y a un actionnaire majoritaire, qu'il soit d'un fonds d'investissement ou industriel, quelque part à l'arrivée, ce qui l'intéresse, ce sont les euros ou les dollars. Et c'est le plus élevé, donc l'offre la plus élevée qui va l'emporter, quelque part dans son esprit. Le management est important, bien sûr. Il a des obligations morales, il va faire en sorte qu'à conditions égales, favoriser, privilégier, mais le prix reste déterminant. Et il y a une obligation à cet égard de transparence d'une part, de la part du management, qui doit accepter la règle du jeu, qui a un actionnaire qui a fait confiance et qui, quelque part, attend le prix le plus élevé, c'est normal, c'est la règle du jeu. Et en même temps, le fair play. Le fair play dans le sens où il doit laisser faire le processus dans toute cette transparence et dans ce jeu concurrentiel jusqu'au bout. Et en même temps, ne pas oublier qu'effectivement, il est un moteur. Deuxième élément, par conséquent, qui est le management package, puisque lui-même doit être partie prenante et se réinvestir, surtout si c'est une 2e génération, une 3e génération. C'est un élément déterminant du deal. Actionnaire. Et à ce titre, il est sur un pied d'égalité avec les autres actionnaires et aussi intéressé à la réussite de l'opération. Et 3e facteur, les termes du deal, notamment la garantie de passif et toutes les conditions d'exécution du deal qui s'y rapportent, les délais bien sûr, mais aussi l'exécutabilité, le financement. N'oublions pas aussi ces aspects-là qui sont très importants, donc dans la facilité d'exécution du deal. Laissons de côté ce 3e point. Sur les 2 premiers, le prix, management package, il y a une opposition frontale, ce sont des vases communicants. Plus les fonds ou plus les repreneurs payent cher, moins il en reste pour le management, c'est clair. Et à l'inverse, s'ils mettent un package dès le départ en place qui va donc être partie prenante des conditions financières du deal, qui est le management package, nécessairement ça va le freiner dans ses ardeurs, il ne pourra pas aller au-delà, car ça sera au détriment de son TRI.
Et là aussi, il a des obligations vis-à-vis de ses propres investisseurs qui lui font confiance. Donc, véritablement, on est en vase communicant, et je vais vous expliquer dans un instant comment on a illustré, nous, le propos. Simplement pour vous expliquer que donc, nous étions confrontés, là, dans un scénario donc, de 3e génération, à une décision de notre actionnaire américain qui avait 80% du capital et nous-mêmes 20%, pour des raisons propres qui tiennent au contexte américain et au contexte interne au groupe, d'écourter le CDI dans lequel nous étions. N'oublions pas aussi qu'un partenariat avec un fonds d'investissement, c'est un CDD, 3 à 5 ans nécessairement, puisqu'il y a une sortie programmée, alors qu'avec un partenaire industriel, c'est théoriquement un CDI, puisque l'horizon est illimité, et que théoriquement, on est donc là pour la vie. Dans la réalité, c'est un peu différent. Il y a toujours des facteurs qui viennent perturber le processus. Et là, effectivement, une décision a été prise après à peu près 3 ans et demi de faire une opération de marché et donc de rechercher un tour de table qui permettrait à l'actionnaire majoritaire d'avoir le meilleur prix et au management d'avoir le meilleur package. Et bien sûr, aussi aux meilleures conditions de prix. On a réussi effectivement à les convaincre qu'il fallait donc confier un mandat commun à une banque qui allait piloter l'opération pour le compte des 2 co-actionnaires et du management. Et dans un délai très court, en phase 1, uniquement 2 phases, pas 3 phases. Une phase, effectivement, d'offre générale non-binding, qui a duré en gros 6 semaines, et qui a permis, effectivement, à l'ensemble des fonds de la place, ils étaient plus de 20 à 25, il y avait des industriels, il y avait des fonds d'investissement, de faire leur offre. Et bien évidemment, cette offre est avant tout sur le prix, puisque la seule préoccupation des fonds en phase 1, c'est de passer le second tour, c'est le cut. Ils veulent être au second tour, sachant qu'à l'arrivée, il y a 4, 5, voire 6 fonds maximum ou industriels qui seront retenus pour le second tour en shortlist. Donc la seule préoccupation, c'est le prix. Et il faut donc que dès le premier jour, on les conditionne effectivement, on les éduque dans le sens où ils doivent intégrer dans l'offre de prix qu'ils vont faire à la fin du premier tour le management package. Si le management ne fait pas cela, effectivement, il va se retrouver au second tour avec des offres qui sont inflatées au maximum, de façon à leur permettre d'être au second tour, et qui vont devoir revenir en arrière, et nécessairement avec un management package qui va être un peu laissé pour compte. Et donc on a essayé, dans la mesure du possible, de leur indiquer qu'effectivement, il fallait d'ores et déjà programmer sur les 3 paramètres qui étaient le prix, le management package et les termes du deal, et qui seraient jugés sur ces 3 facteurs. Le second tour arrive et c'est véritablement le second tour qui compte, puisque l'ensemble des fonds étaient à peu près dans des tranches, alors à des multiples, je ne vous dis pas, qui étaient largement supérieurs à ce qu'on avait raisonnablement estimé au départ, mais là, sous la poussée effectivement des banques qui grimpent allègrement au-delà de 5 fois l'EBITDA, 5 fois et demi, 6 fois, voire plus, effectivement on arrive à des sommets, et notre préoccupation là aussi était de freiner les ardeurs, non seulement des fonds mais aussi des banques, et c'est la raison pour laquelle nous avions dès le départ, en accord avec notre partenaire majoritaire, mis en place un staple financing de façon à freiner, à canaliser, on va dire, puisque freiner, canaliser les ardeurs des banques, de façon à ce qu'effectivement elles aient un point de repère, et que la banque qui veut s'aventurer dans des eaux un peu trop audacieuses puisse se retrouver isolée et par conséquent en risque. Donc ça l'oblige à rester un peu dans les eaux du staple, et à pas trop s'en évader. Les zones de prix du premier tour étant telles qu'effectivement, à 20 ou 30 millions d'euros près, tous les fonds étaient à peu près groupés. Le second tour commence, et le second tour, nous avions effectivement, nous, management, posé l'obligation en accord avec notre partenaire et la banque qui pilotait l'opération, et ça toujours dans des délais très courts, de dire on a une deadline, qui était le 31 mars en l'espèce, et le 31 mars au soir à 18h, les offres doivent être remises en bonne et due forme, binding, c'est-à-dire financées. Nous avions obligé l'ensemble des fonds, et ça c'est une première, à avoir pré-négocié avec chacun soit le staple, soit leur propre banque, un package, contrat de crédit en main jusqu'à la dernière virgule, ce qui effectivement leur pose un problème, mais aussi les freine parce que c'est un des facteurs de risque. Lorsqu'on ne négocie pas tous les aspects en amont, bien évidemment, et qu'on laisse des points en suspens, au moment de la négociation, notamment des contrats de crédit, etc., des clauses peuvent survenir ou des aspects peuvent être pris en compte qui viennent tout d'un coup modifier la règle du jeu. Donc là, pour avoir une vision très claire à une date précise, on avait donc obligé tous les fonds à être financés, binding. Deuxièmement, à s'être prononcé sur un management package, libre à eux de le faire ou de ne pas le faire. Et effectivement, il s'est trouvé qu'il y a un fonds qui, lui, en faisait totalement fi, car c'était une stratégie industrielle. Ça a été notre plus grande surprise, d'avoir un fonds d'investissement qui a une stratégie industrielle et qui se comporte par conséquent, comme un trade buyer et non pas comme un fonds. Mais, après tout, il avait sa propre logique. Un autre fonds on ne s'y attendait pas, s'est comporté, lui, uniquement sur le prix, et a voulu battre tout le monde sur le prix en faisant fi du management package, qui lui aussi posait un problème, bien qu'on l'ait prévenu, il s'est retrouvé isolé, effectivement, en dernière minute, avec un manque d'accord sur le management package, et donc sur les financements qui eux-mêmes
repose sur l'accord du management, donc il s'est trouvé pris à son propre piège. Et effectivement, grâce à, disons, une stratégie qui a permis d'avoir le meilleur prix, le prix que l'actionnaire majoritaire voulait, et nous avons joué jusqu'au bout, jusqu'au dernier dollar. Il a eu le dernier dollar. On a eu le management package que nous avions fixé en soumettant dès le départ, en début de phase 2, le management package dans son intégralité. Et il y a des fonds qui l'ont accepté quasiment. Alors là, nos amis, effectivement, peuvent en être jaloux, puisqu'on a joué leur rôle. Et je ne saurais que conseiller à toute équipe managériale de s'entourer de conseils compétents s'ils n'ont pas in-house leur savoir-faire. Il se trouve qu'on l'avait pour des raisons qui sont particulières, mais sinon c'est vital que véritablement le management, dès le départ en amont, soit entouré et puisse effectivement faire intégrer ou obliger à intégrer dans tout le processus un management package avec tous les ingrédients qui sont aujourd'hui divers et variés, puisqu'il y a 20 000 façons d'un point de vue juridique et fiscal de rémunérer le management, mais il faut y prendre garde, car une fois encore, ce qu'on négocie maintenant aura son heure de vérité, non pas aujourd'hui, mais 5 ans plus tard au moment de la sortie. Il faut donc anticiper tous les aspects secondaires au niveau de la sortie. Il faut donc véritablement être entouré et obliger les fonds ou les partenaires industriels à l'intégrer dès le départ. Et à l'arrivée, effectivement, avoir des termes du deal. Alors là aussi, pour faciliter l'exécution et avoir quelque chose qui soit clean, on a réussi à faire sauter la garantie passive, qui est aussi l'un des points majeurs de conflit entre un vendeur et un acheteur, et dans lequel le management se retrouve en plein milieu. Il est jugé parti, parce que s'il est du côté vendeur, de ce point de vue-là, il donne la garantie de passif, et s'il se retrouve du côté acheteur le lendemain, puisque c'est lui qui va piloter l'opération, il se retrouve donc aussi en position de mettre en jeu la garantie passive. Vous imaginez la situation agréable dans laquelle il se trouve, donc c'est encore mieux, bien conséquent, si on peut éviter d'avoir une garantie de passif. C'est uniquement un élément quantitatif du prix, ça représente une décote, et il vaut beaucoup mieux à ces conditions, souvent suggérer à l'acheteur et au vendeur de faire sans la garantie de passif, dans la mesure, bien sûr, où les délais. Donc le 31 mars, effectivement, à 18h, chez JP Morgan, les offres ont été reçues. Et nous avons pu, donc, comme prévu, avec maximum, après 15 jours de retard maximum, déterminer le candidat vainqueur et avoir les financements mis en place dès la mi-mai, tout bouclé. Sachant que donc le 15 avril, tout était réglé au niveau du choix du candidat qui avait fait un full underwriting et de sa banque qui avait elle-même fait le full underwriting. En fait, il s'était appuyé sur le staple. Et ensuite, la syndication, un mois plus tard, qui a été sursyndiquée, etc. Donc, on a réussi effectivement en 3 mois et demi à tenir le cap qu'on s'était fixé. Et je dois dire que nous avons effectivement symbolisé un peu le rôle proactif d'un management qui, non seulement s'implique dans l'opération, mais en fait la diligente du début jusqu'à la fin. Et réussir à faire ça, c'est effectivement le mot d'encouragement que je donne à mes amis Lionel et Noël, c'est véritablement d'être le plus impliqué possible, le plus tôt possible, et non seulement pour aider au processus du départ, mais aussi et surtout pour garantir au management que s'il délivre son package, par conséquent son business plan 5 ans plus tard, il aura bien la récompense qu'il espère, car tous les aspects juridiques et fiscaux qu'on évoquera tout à l'heure sont vraiment fondamentaux. On va quand même brièvement, et on va vous laisser un petit peu de temps si vous voulez poser quand même quelques questions, venir aux éléments quand même relatifs à la structuration technique du management package, que vous ayez quand même quelques guidelines. Avant de laisser donc Noël de parler des aspects financiers, très brièvement, ce que je souhaitais vous rappeler, c'est qu'aujourd'hui, donc, quand on parle de management package, on parle effectivement de partager donc une plus-value de cession de titres en sortie. Donc c'est quelque chose qui est un potentiel qui nécessairement, et je crois que il y a un autre séminaire cet après-midi qui peut-être sera un peu plus adapté aux aspects fiscaux. Donc on ne va pas rentrer dans la problématique fiscale pure, mais qui l'importance aujourd'hui, je dirais, de la structuration du management package, c'est effectivement anticiper 3 à 5 ans après les effets juridiques mais aussi fiscaux de ce qui a été négocié ou structuré 3 ou 5 ans en amont. On se rend compte aujourd'hui, quand on s'occupe d'une introduction en bourse par exemple, qu'il y a toujours des cas qu'on n'a pas imaginés parce que la loi a changé, parce qu'il y a des paramètres qui ont changé. Bon, c'est un petit peu toute la difficulté aujourd'hui de prévoir l'avenir en matière juridique et fiscale. Alors quand même, il y a des grands points de repère. Aujourd'hui, on rencontre grosso modo de la pratique deux familles d'intéressement pour le management. Il y a bien évidemment l'émission de valeur mobilière, c'est-à-dire qu'au jour du closing,
eh bien, le management va souscrire à un certain nombre de valeurs mobilières, et ce sont des valeurs mobilières qui vont avoir pour caractéristique de pouvoir diluer les fonds en fonction de certains critères atteints lors de la sortie. Alors, c'est des critères qui peuvent être du TRI, on a évoqué ce mot-là tout à l'heure, le taux de rendement interne de l'investissement du fonds. Ça peut être des critères de multiples, combien de fois le fonds fait sa mise. Ça peut être un mélange de TRI et de multiples. On se rend compte que souvent, on utilise un TRI les 3 premières années, puis un multiple au-delà. Donc ça peut être, en tout état de cause, une combinaison de ces indicateurs de performance. Il va être donc important aujourd'hui, lors de l'émission de ces instruments, d'une part de s'assurer que fiscalement, ils sont bien évidemment, les choses tiennent la route. La rédaction des documents est très importante. Je crois qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à la rédaction des documents, au fait qu'on est avec des managers investisseurs, qu'il faut qu'il y ait un vrai degré de risque pour le management, que le management donc peut perdre sa mise. Ça, je pense que l'aspect fiscal sur ce côté-là est maintenant de plus en plus mesuré et pris en compte. Et puis surtout, ce qui est important, et là je dirais je prêche pour mon ami Noël, mais aujourd'hui je ne pourrais pas faire moi ma prestation de conseil sans avoir le recours à quelqu'un comme Noël, c'est la valorisation aujourd'hui des instruments du management. C'est-à-dire à partir du moment où le management souscrit à des valeurs mobilières particulières, qui ont des caractéristiques particulières, qui éventuellement peuvent lui permettre de faire des multiples de 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois sa mise, son investissement, il faut bien évidemment que en quelque sorte ces outils-là soient valorisés à leur juste valeur. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra être capable de rendre des comptes en sortie, éventuellement rendre des comptes à l'administration fiscale et de dire que il y a quelque chose qui a été réfléchi, qui a été payé à une valeur de marché. Et c'est pour ça qu'on a besoin dans ces cas-là d'experts financiers qui puissent pricer, qui puissent dire voilà la valeur aujourd'hui de ce management package. Et aujourd'hui, nous, notre pratique, telle qu'on la pratique chez Vinsky Scotto, c'est que lors du closing, il faut que le management, en dehors du structuring juridique, bien évidemment, soit assuré que tout soit, je dirais, le plus bordé possible, mais il faut qu'il ait une tax opinion qui lui dit que en sortie, il aura bien une plus-value sur sa cession de titres, voire dans certains cas, pas de plus-value s'il investit avec son PEA. Bon, ça c'est un autre sujet. Et puis, bien évidemment, qu'il puisse s'appuyer aussi sur une valorisation faite par un expert financier, lui disant son package aujourd'hui est payé, est acquis à une vraie valeur de marché. Et c'est la combinaison aujourd'hui de l'analyse financière faite par un expert, de la tax opinion, qui lui permettra de dire, quoi qu'il arrive aujourd'hui, en sortie, je suis protégé au niveau de la nature même des gains que je vais réaliser. Parce qu'encore une fois, et ça c'est notre expérience, aujourd'hui, tous les fonds aujourd'hui n'ont pas, et je dirais que ce n'est pas la responsabilité du fonds ou des fonds de s'assurer est-ce que le management aujourd'hui a en sortie un package qui tient la route, à la limite, c'est au management de s'assurer que les contraintes qu'on lui impose sont acceptables sur le plan juridique, fiscal et sur le plan financier. Donc c'est à lui, et nous souvent on intervient aussi pour un petit peu en termes de pompiers, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'un changement de LBO, d'un LBO primaire à secondaire, on nous demande d'intervenir en disant il y a des problèmes dans le package parce que fiscalement on a identifié des problèmes. Bon, alors c'est malheureusement toujours un peu difficile d'intervenir a posteriori, mais en tout état de cause, aujourd'hui, ce qui est un élément, enfin s'il y a une chose importante à retenir, c'est que la restructuration du package via aujourd'hui des valeurs mobilières. Alors je parle de valeurs mobilières parce que aujourd'hui, en tout état de cause, les fiscalistes pourraient peut-être le confirmer, c'est que les grandes familles, c'est soit des valeurs mobilières, soit des contrats d'option. Il y a des fonds qui préfèrent aujourd'hui donner une option sur ses propres titres. Bon, nous aujourd'hui, en tout état de cause, on préfère aujourd'hui structurer des management packages en France. Encore une fois, beaucoup de fonds anglo-saxons ont du mal aujourd'hui à comprendre ça, mais en France aujourd'hui, on préfère que les managers souscrivent au closing des outils, des valeurs mobilières et non pas des call options, des contrats d'options dès le closing, que ces contrats d'options soient valorisés par des experts et que les fiscalistes se prononcent sur le structuring. Et ça, c'est, je dirais, le vadémécum aujourd'hui sur une structuration, je dirais, protectrice d'un management package. Noël va brièvement venir sur un petit peu les principales, je dirais, guidelines en matière de management package sur le plan financier. Captation.
très rapidement, et ensuite on vous laissera poser des questions. En conclusion, on a essayé de résumer les éléments clés à prendre en compte dans le management package. Sachant que moi, pour des raisons qui me sont propres, en particulier des raisons fiscales, je trouve qu'on devrait arrêter de parler de package management, qui sous-tend une rémunération, et plutôt parler de contrat d'investissement, qui serait beaucoup plus conforme à la réalité des choses, puisqu'en fait le management investit aux côtés du financier, et management package, ça, pour moi, c'est toujours rémunération. Il suffit de l'appeler pacte d'actionnaires, tout simplement. Pacte d'actionnaires. Donc, le business plan, j'y reviendrai pas, c'est la base du contrat de mariage entre le management et le financier. Le niveau de levier est très important, et il y en a notamment le rôle aussi du conseil du management, c'est de regarder les covenants avec le directeur financier qui souvent est dans le cercle 1 de l'équipe de management, pour être sûr que les covenants, parce qu'ensuite, comme disait Frédéric, c'est vous qui allez devoir délivrer, c'est le management qui va devoir délivrer. Donc être sûr que les covenants ne vont pas empêcher le management de travailler dans la vie du LBO. Les montants investis par le management, il est évident que c'est différent entre un LBO primaire où le management capital. Il est évident que là, il y aura une analyse différente du package. Il y aura une partie de l'investissement du management qui sera pari passu dans ce cas-là, et une partie qui sera qui aura la même typologie qu'un management package habituel. Alors les courbes de multiples, ça c'est nous Price, on considère que ce qui est important de négocier, tout ce qui est BSA, APSA, action de préférence, je dirais toute la mécanique juridique qui va ensuite venir habiller le montage, je dirais on regarde dans un deuxième temps. Ce qu'on regarde au départ, c'est ça, c'est-à-dire lorsque l'investisseur fait 2 fois sa mise, combien vous gagnez. Donc c'est très simple, ça c'est compréhensible de tout le monde. Ça permet de voir si on raisonne en TRI, en multiples. Ça permet de voir que, par exemple, lorsque vous faites une average recap, vous boostez mécaniquement le TRI, mais vous boostez pas le multiple. Donc un certain nombre d'éléments comme ça qui permettent de faciliter la négociation et la discussion avec le fonds d'investissement. Et une fois qu'on a ça dans le projet de term sheet, donc on va avoir une courbe par année, une courbe pour l'année 3, 4, 5, voire au-delà. Après, derrière, on va venir greffer toute la mécanique juridique des APSA, des actions de préférence, des BSA, tout ce que vous voudrez. Je dirais que l'intendance après suit. La liquidité des montants investis, ça je vais laisser peut-être Lionel en parler. Oui, je crois que ce qui est très, très important aussi, c'est bien évidemment vous assurer. Alors ça, c'est au niveau du pacte, c'est que bien évidemment, c'est d'être sûr que quand le fonds alors sort, qu'est-ce que ça veut dire sortir? Est-ce que ça veut dire quand il vend 100% de ses titres, quand il en vend 50%? Alors il y a tout un tas de discussions, mais évidemment, à quel moment le management peut être liquide, c'est-à-dire peut lui aussi réaliser sa plus-value. Alors bien évidemment, il y a des discussions qui vont intervenir à ce niveau-là. Grosso modo, aujourd'hui, les paramètres, c'est à partir du moment où le fonds est désinvesti à hauteur de 50%, grosso modo, de son investissement, il faut que le management puisse sortir. Bien évidemment, vous pouvez imaginer que ça ne sera pas les mêmes cas de sortie en fonction d'une vente privée, c'est-à-dire une vente à un autre fonds ou à un industriel, qu'en cas d'introduction en bourse. En introduction en bourse, il y aura d'autres contraintes qui seront des contraintes liées au marché, des contraintes de lock-up. Donc le manager pourra peut-être se voir un peu différer sa sortie dans le temps, alors que lorsqu'on est dans le cas d'une cession de contrôle à un nouvel acquéreur, le management pourra sortir l'intégralité de son investissement ou du moins dans les mêmes proportions que la vente réalisée par le fonds. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent se négocier, comme doivent se négocier dans le terme liquidité. Souvent les fonds demandent à ce que les managers, parce qu'aujourd'hui il y a des managers associés qui représentent parfois, nous on a fait jusqu'à 500 managers, donc ça fait bien évidemment des gens, on ne va pas faire investir chaque manager dans la holding de reprise, il y a des véhicules qui sont constitués, vous pensez que autant de véhicules, ce sont ce qu'on appelle des cash box, c'est-à-dire que pour être en plus-value, qu'on est tout en haut de la chaîne, il faut bien évidemment négocier avec les fonds que lors de la sortie, bien évidemment, le manager sera bien à céder son titre, celui qu'il a en direct,
pour réaliser une plus-value en direct ou à travers son PEA. Bon, donc ça, c'est des points qui sont les points de liquidité qui sont fondamentaux. Très brièvement, de façon très brève aussi, il est important, il y a un barbarisme qui est le vesting, c'est-à-dire le droit au manager en fonction d'événements qui ne sont pas justement une sortie globale, mais qui sont tous les événements de la vie, son licenciement, sa démission, le décès, l'invalidité, départ à la retraite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut conserver une partie, alors je vais utiliser encore le mot du management package, est-ce qu'il peut garder une partie de son investissement? Bon, tous ces points-là aussi se négocient. Et aujourd'hui, souvent, on se retrouve à avoir négocié, par exemple, un excellent package sur le plan financier, c'est-à-dire avec une courbe de captation qui est excellente, donc un partage qui a priori est remarquable. Et puis on se rend compte que le fonds demande que les 2 premières années, s'il y a un événement qui est par exemple le licenciement de la personne, il est le droit à rien du tout. Donc vous voyez, il peut y avoir aussi quand même des effets de trompe-l'œil dans les packages. Et c'est pas tout d'avoir aujourd'hui un bon package sur le plan financier. Encore faut-il pouvoir le conserver dans le temps, ce qui n'est pas une chose forcément automatique. Donc tous ces points-là sont des points qui rentrent dans la négociation. Juste, ouais, je ne saurais insister plus lourdement sur cet aspect qui est véritablement la sortie, les conditions de sortie, donc non seulement la liquidité, comme on vient de l'évoquer, mais les conditions d'exercice de cette liquidité. Qui prend l'initiative? Est-ce que c'est le partenaire financier? Est-ce que c'est le management? Qui a le droit de faire quoi? Qui est dans l'obligation de faire quoi? Et donc il y a des situations, effectivement, le management peut réussir à prendre l'initiative de la sortie. Et souvent, d'ailleurs, il devrait le faire dans son intérêt. Et deuxièmement, en particulier dans les deals moyens. Les deals moyens, dans les mid-cap. Ouais. Et deuxièmement, je sais que ça fait hérisser, bien sûr, les cheveux certains fonds d'investissement lorsque j'ose prononcer ces mots, mais on peut aller un cran plus loin avec bien sûr, les questions de tag along, drag along, etc., qui sont des put and call. Effectivement, on peut arriver aussi à, dans le pacte d'actionnaires, négocier avec le partenaire des conditions de sortie pré-agréées en fonction des événements et qui permettent au management, qui doit de toute façon rester cohérent et homogène. Donc là encore, on parlait de structure ou de véhicule. Je ne saurais conseiller à ce qu'il y ait des sociétés civiles à capital variable qui soient constituées avec une gérance commune de façon effectivement à ce que le management ne parle que d'une seule voix et qui permettent effectivement, dans l'intérêt commun de l'ensemble des membres du management, d'obtenir les garantie qu'il avait négocié au départ au niveau de l'exécution, de l'exécutabilité de ces points-là. Donc on peut aller jusqu'à des put and call. Mais je crois que maintenant il faut vraiment laisser la parole à la salle. Donc, mesdames, messieurs, osez. Frédéric Dubois vient de dire que le management avait intérêt à la gentillesse de vous présenter. Oui, Laurent Didier. Si vous êtes plutôt un manager, un fonds... Je suis un repreneur, donc Laurent Didier, et je suis responsable d'un club de repreneurs dans le cadre d'une association d'écoles. Vous venez donc de dire qu'il était important que le management puisse se regrouper au sein d'une société civile, et ça m'amène à la question suivante, qui est, en ce qui concerne Noël Albertus et Lionel Scotto, finalement, quand on a le cas d'un Plassard ou de Frédéric Dubois qui vient vous voir, bien qu'il ne vienne pas vous voir, c'est facile de voir qui va être le donneur d'ordre et comment vont se monter les choses. Dans le cadre en général des LBO plus classiques, où on a un management qui n'est pas forcément structuré, qui ne s'est pas structuré en société, comment ça se passe? Comment vous faites? Parce qu'en général, vous n'êtes pas des gens qui travaillez sans être assurés à peu près qu'il y ait un petit peu d'ordre et de structure dans la manière dont vous allez pouvoir avancer. Alors, vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des managers aujourd'hui qui peuvent être représentés par une personne qui parle au nom des autres, et puis parfois qui ne sont pas du tout organisés. C'est souvent d'ailleurs, alors c'est souvent le scénario qu'on rencontre. Hein. C'est-à-dire que quand on a des LBO subis, la première chose qu'on va faire, c'est réunir, je dirais, les principaux cadres. Et on va faire une réunion de pédagogie, voire une deuxième réunion de pédagogie. Alors ça se passe toute la journée et on défriche tout un tas de sujets. Alors on fait des cours un peu accélérés de LBO. Et puis on va essayer de voir si une majorité des gens qui sont dans l'entreprise
qui doit être vendu et dont la probabilité est non faible qu'il y ait un LBO, si ces gens-là sont partie prenante au LBO. Donc déjà démystifier le LBO et puis leur donner un petit peu les clés, justement, ce qu'on a fait aujourd'hui, les clés aujourd'hui de leur intervention et aussi des bienfaits du LBO. Parce que moi aujourd'hui, je suis partisan aujourd'hui du LBO. Je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits dans le LBO. Je peux témoigner aujourd'hui que les entreprises ou les managers qu'on a conseillés sont dans l'ensemble très contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais en tout état de cause, effectivement, il y a une phase de pédagogie très forte où on va avoir une espèce on va essayer de créer un club d'investisseurs. On leur dit à partir du moment où vous êtes dans nos locaux, vous vous considérez non plus comme salarié de telle société, mais si vous êtes partant, vous êtes un club d'investisseurs. Il y a un travail de coaching au départ. Alors, parce que dans un LBO, il y a ce qu'on appelle un cercle 1, qui est l'équipe, le top management. Dans une petite société, ça peut aller de directeur général, directeur financier, puis éventuellement un directeur de production, jusqu'à dans les jumbo deals, 10 ou 15 personnes, l'ensemble du comité de direction. Ce qui est difficile dans ce type de situation, c'est de passer, je dirais, de relations de cadres dirigeants à de relations hiérarchiques, je dirais, entre cadres, entre dirigeants, à des relations de partenariat, d'entrepreneurs, d'actionnaires, et ça, on a un rôle de coaching et on a aussi, il m'est arrivé de ne pas aller, de ne pas conseiller une opération parce que j'estimais que l'équipe de management était pas assez soudée en fait. Et que le LBO, il y avait un risque en fait au départ dans l'opération de par la non-existence de l'équipe. C'est pour ça que on revient à la question de départ. Faut-il être le moteur ou subir? On est moteur aussi en constituant son équipe. En ayant, il y a un chef d'orchestre, bon, et Frédéric Dubois était le chef d'orchestre, et puis il s'est constitué une équipe autour de lui. Il y a une équipe. Et il est évident que c'est plus confortable pour nous lorsqu'on sent qu'il y a déjà cette affectio societatis. Généralement, ça se perçoit davantage dans des petites sociétés, dans des sociétés de taille moyenne. C'est un peu plus délicat dans les grands groupes. J'en ai une deuxième, elle concerne là aussi un des éléments qu'a abordé Frédéric Dubois. Vous avez dit que dans le cadre de votre négociation du troisième LBO, vous aviez accepté de ne pas avoir de garantie de passif et que ça entraînait une décote. Alors ce genre de décote, ça peut s'évaluer de quelle manière et jusqu'où on va? On avait accepté, on a même suggéré qu'il n'y en ait pas. Décote, c'est très difficile à évaluer puisque ça dépendra véritablement de la qualité des actifs et des risques latents qui sont attachés à ces actifs. En termes de passifs, il y a bien sûr, quand on parle de garantie de passifs, les aspects fiscaux auxquels on ne peut rien, c'est le fait du prince. Donc là, il faut nécessairement en général garantir ou donner une garantie minimum. Bon, si les audits sont bien faits, et quand on a des maisons comme PwC qui nous font les audits par exemple, en général, sans même aller jusqu'à une VDD, puisqu'on n'a pas fait de VDD en l'espèce, mais en obligeant effectivement les fonds d'investissement à avoir des due diligence extrêmement complètes et exhaustives, le fait même qu'ils aient passé en revue tous les risques fiscaux, sociaux et autres, fait qu'ils peuvent se sentir très confortables. N'oublions pas que nous-mêmes, nous bénéficions dans nos propres acquisitions de garantie d'actifs et de passifs. Donc véritablement, on arrive à mesurer et à limiter le risque même fiscal et en tout cas social du dossier. Reste l'aspect opérationnel. Là, il y a un jugement qui est porté. Effectivement, je dirais que la décote est intuitive et induite, mais dans la mesure où la poussée sur les prix est tellement forte que quelque part, la décote devient l'épaisseur du trait. Le cas peut se présenter dans le cas de LBO primaire où on a un vendeur industriel qui vend à un actionnaire financier. L'actionnaire financier demande une garantie de passif. Il faut dire que ces derniers temps, il y a eu de moins en moins de deals avec des garanties de passif, enfin sur les gros LBO en particulier, parce que soit c'était du LBO secondaire, et là il n'y avait pas de garantie de passif, parce que les fonds d'investissement ont horreur donné des garanties de passif. Et donc il n'y avait pas de garantie de passif. Alors la tentation quand il n'y a pas de garantie de passif, c'est de demander au management une lettre de représentation qui agente juridiquement, et tout le jeu de l'avocat en particulier. Si lettre d'affirmation ou de représentation est signée par le management, elle se limite à une lettre de bonne foi sans conséquences juridiques réelles en fait. Voilà.
De la même façon que le management signe des lettres d'affirmation auprès de ses commissions aux comptes, de cette façon, il est quelque part totalement impliqué et responsable, quoi qu'il arrive. Alors pour les consultations privées, c'est après 17h sur rendez-vous. Majoritaire était en droit d'attendre et de revendiquer. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'au moment où les offres sont remises, y a-t-il similitude et comparabilité totale? Oui et non. Je vous le rappelle qu'on a justement insisté sur 3 paramètres qui devaient être remplis. Le prix, ferme et définitif. 2, le management package. Y a-t-il un management package ou non, et donc qu'il soit véritablement comparable et analysable. Et troisièmement, le financement. Il faut donc que les offres soient financées, prêtes à être signées avec leur syndicat bancaire. Et là, il suffisait qu'effectivement, il y a un des paramètres qui soit un tout petit peu bancal, parce que les fonds croient toujours qu'ils peuvent jouer sur certains paramètres. Et plus ils poussent loin sur l'un, par exemple le prix, plus ils se mettent quelque part en risque en disant, comme je suis le plus offrant, je vais m'octroyer quelque part le privilège d'avoir 15 jours derrière en exclusivité pour finaliser ce que je n'ai pas encore finalisé, et manque de peau, ça se retourne contre lui. Donc effectivement, là, autant on a été transparent et fair play, autant on a été intransigeant sur les conditions qui étaient à remplir au niveau de l'offre. Il n'en reste pas moins qu'à l'arrivée, il y a eu un alignement sur le meilleur prix quasiment, pratiquement à quelques dollars près, simplement parce que c'est le jeu de la concurrence. Et ça s'est fait en 48 heures. Messieurs Albertus, Scotto et Dubois, je vous remercie pour votre intervention.